Salut à toi et bienvenue sur Psychodose, ta dose de psycho qui fait réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Méline. C'est une étudiante en L3 de psycho à Brest et elle va nous présenter la licence de psychologie et son fonctionnement. Alors, dans un premier temps, pourrais-tu nous présenter un peu ton parcours ? Alors moi, avant de rentrer dans la licence de psychologie, j'ai fait un bac professionnel en accompagnement, soins et services à la personne. Et donc suite à ça, j'ai plutôt voulu me diriger dans l'aide à la personne, mais dans la santé mentale. Donc j'ai tout de suite été prise par la licence de psychologie. Ensuite, j'ai fait une première année et une deuxième année dans une fac, puis j'ai fait une troisième année dans une autre fac et je redouble. Et comment tu te sens face à ce redoublement justement ? Je me dis que il est peut-être nécessaire et puis revoir des choses qui sont des fondements que je connaissais déjà permet juste de consolider des connaissances sans problème. Je suis la première à avoir aussi redoublé parce que je suis étudiante en L2, mais j'ai redoublé ma L2 et je suis totalement d'accord avec elle. Ça nous permet aussi de grandir, donc c'est pas parce que vous redoublez que ça veut forcément dire que vous êtes nul. Oui, beaucoup se mettent un petit poids sur les épaules suite à un redoublement ou ont peur de redoubler, mais vraiment c'est très courant dans les études supérieures, il faut vraiment pas le prendre comme une fatalité. Est-ce qu'il y a un changement entre le lycée et la faculté ? Oui. Très clairement, la faculté, on a des cours magistraux et des travaux dirigés. En travaux dirigés, c'est vrai que ça va ressembler à ce qu'on peut voir au lycée, c'est-à-dire qu'on est en petits groupes face au professeur et on note exclusivement sur les PC. C'est rare, il y en a certains, notamment en première année, qui restent sur papier-crayon, mais la majorité du temps, dès lors où on arrive en faculté, il faudrait avoir un PC. Les cours magistraux, donc le professeur est donc en face et nous fait cours à l'aide d'un micro. Il faut rester concentré pendant longtemps. Les professeurs vont assez vite. Je pense qu'il y a surtout cet effet d'autonomie. On se retrouve à venir à la faculté par nous-mêmes. Il n'y a pas d'obligation. On ne nous attend pas en fait à la faculté. On y va de notre plein gré parce qu'on veut réussir. Le lycée, on est un peu poussé soit par les parents, soit par l'obligation en fait d'y aller. Ce n'est pas le cas à la faculté, donc en fait il faut y aller en se disant je veux réussir et j'y vais pour moi et parce que j'aime ce que je veux faire. Exactement, et j'aimerais aussi rebondir du coup sur une question que tu peux apporter face à ton discours. Il y en a beaucoup aussi qui ont beaucoup de mal justement à apporter cette organisation, aussi à avoir peur. Ils ont cette peur de ne pas réussir justement à s'organiser, mais aussi à gérer cette liberté. Quelles, selon toi, seraient les meilleures façons aussi pour s'organiser et pour gérer finalement cette peur ? Je pense qu'il faut y aller sans se mettre trop de pression. Ce n'est pas grave d'avoir un peu la flemme. Ce n'est pas grave d'avoir des difficultés parfois à se lever parce que justement nous n'avons plus l'obligation. Ça s'apprend. En fait, ça s'apprend à avoir une discipline, le fait d'y aller de son plein gré. Nous n'avons pas été éduqués de cette manière dans tout le début de notre scolarisation. On va apprendre sur le terrain. Il faut aussi vraiment penser à ne pas se mettre de côté, penser à s'entourer. Parce que si on est plusieurs à avoir des difficultés à y aller, souvent, on va se booster tous ensemble et trouver une envie de rejoindre aussi ses amis éventuellement. Et donc, ça donne envie d'y aller. C'est plus facile de s'y déplacer. L'organisation, pareil, ça s'apprend. Sur le tas, on apprend à gérer les choses par nous-mêmes. Donc, il ne faut pas avoir peur dans le sens où il faut y aller pour savoir comment le faire. Quelle est ta méthode de travail ? Comment est-ce que tu t'organises ? Peut-être parce que certains étudiants, malheureusement, n'auront pas la chance de rester chez les parents, voire certains vont devoir avoir un travail. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont des petits boulots à côté de la faculté. C'est vrai que c'est un engagement, de l'investissement. Vous n'êtes pas tout seul. Il y en a beaucoup qui le font. C'est compliqué, je l'admets, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Je dirais même que parfois, avoir un petit travail à côté, ça permet aussi de se changer les idées de la faculté, qui est un peu redondante parfois, de se retrouver dans les mêmes locaux pendant des heures avec les mêmes personnes. Avoir un travail, c'est aussi un apprentissage dans le monde du travail. C'est plutôt important, je dirais même à côté. Pas diaboliser, ni en avoir peur non plus. Et puis l'organisation et la façon dont vous allez le mieux gérer les choses ne vous appartient qu'à vous-même. Il faut s'adapter à soi-même. C'est en le faisant, en apprenant, en y allant et en testant des choses que vous allez savoir exactement le rythme qui vous convient. Ça dépend vraiment de chacun. Mais je pense pas que ce soit... Faut vraiment pas avoir peur d'avoir un petit travail à côté, la peur de la faculté. Franchement, vous avez plus de chances de réussir que de rater. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que, en effet, j'ai dû malheureusement partir de l'Île-de-France
pour aller en Bretagne. Et forcément, c'est un changement qui est totalement déstabilisant pour beaucoup d'entre nous. Ça n'empêche que c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment une leçon à apprendre, c'est un apprentissage. On travaille aussi à côté et c'est vraiment aussi un bonus qu'on peut avoir notamment en psycho, puisque le fait d'avoir un échange avec d'autres personnes, ça vous aide aussi totalement. Puis ça fait un plus dans le dossier. Si travail à côté, c'est un plus, qu'importe si le travail est en lien avec la psychologie ou non. C'est quand même une bonne chose. Est-ce que finalement, durant tes années de licence, on doit réaliser des stages ? Oui, bien sûr. Pour valider une licence, il a besoin d'un stage. En 3e année notamment. Il faut savoir quand même que ce stage dépend aussi de la faculté dans laquelle on se trouve. À Brest, par exemple, ils nous demandent 70 heures minimum, avec n'importe quel praticien de soins paramédical ou santé mentale. D'autres facs ont d'autres critères avec 140 heures minimum ou alors des spécialisations bien précises. Enfin voilà, ça dépend de la faculté dans laquelle on se trouve. Mais oui, il y en a un obligatoire en 3e année. On peut en faire pendant les autres années ou pas ? Alors oui, on peut tout à fait en faire durant les autres années. Ils ne seront pas comptabilisés de la même manière dans le dossier. Ce seront plus des stages personnels, on va dire. Donc là, il n'y a pas de limite. On peut aller d'ailleurs chez n'importe quelle personne. Ça n'a pas du tout besoin d'être en psychologie particulièrement. Et ça rajoute un plus au dossier d'avoir d'autres stages. Notamment, je sais qu'il y en a beaucoup qui en font en L2 pour essayer de se spécialiser le plus tôt possible, savoir où ils veulent aller et s'ils veulent continuer dans ce domaine. Je tiendrai aussi à vous rappeler, malheureusement, beaucoup de psychologues ne prendront pas forcément des L2 et des L1 parce que malheureusement, il y a aussi très peu de place et du coup, ils vont toujours essayer de faire en sorte de prendre en priorité les masters et les L3. Mais pas de panique, vous avez toujours d'autres alternatives à rajouter dans votre dossier. Prochaine question pour toi, Marie-Méline. Est-ce qu'un psy n'a pour rôle que d'écouter un patient ? Non. Bien sûr que non. Tout de suite, quand on pense au psychologue, on va imaginer ce qu'on appelle le psychologue clinicien, qui va plutôt être celui qu'on voit en cabinet, qui s'installe doucement dans son fauteuil et qui vous écoute parler. Mais il existe plein d'autres de psychologues, et puis notamment le psychologue clinicien ne fait pas que écouter. C'est une longue analyse du parcours de la personne, etc. Il y a plusieurs spécialités qui permettent de complètement changer de rôle. Les neuropsychologies notamment s'occupent des tests en fait du comportement entre le lien entre comportement et cerveau avec des tests, etc. C'est notamment lui qui va faire les tests de QI, les tests de dépistage de troubles du spectre autistique, etc. On a des psychologues du travail donc qui seront plutôt orientés dans le recrutement, par exemple, ou alors pour aider à la qualité du travail et de l'entente dans une entreprise, etc. Donc ils vont être dans les bureaux des ressources humaines, dans des entreprises, etc. On a les psychologues sociaux qui vont plutôt répondre à des demandes particulières, pas forcément aller voir le public en question. Notamment, si je prends en exemple, un psychologue social peut être demandé par la mairie pour une demande. Par exemple, il y a eu un problème dans la zone urbaine et les gens viennent s'en plaindre à la mairie. La mairie va faire appel à un psychologue social et va pouvoir, aller chercher les informations pour pouvoir répondre le mieux possible à ce dont les gens ont besoin. On a les psychologues du développement, ils sont très souvent auprès des enfants, donc dans les PMI ou dans tout établissement de soutien aux enfants, aux femmes ou aux personnes âgées. Le psychologue du développement s'occupe de la personne tout au long de sa vie, donc de l'intra-utérin jusqu'à la mort, mais on les voit très souvent auprès des enfants, donc c'est vraiment une autre vision des choses. Après, je tiens à spécifier que généralement, dans le domaine du développement, généralement, une grosse partie vont toujours avoir une partie de la vie dont ils vont se spécialiser. Je suis d'accord. C'est important aussi de noter qu'importe la spécialisation du psychologue, on ressort avec le même titre. Qu'importe le master que vous choisissez, vous ressortez avec le titre de psychologue et vous vous spécialisez tout au long de votre licence et de votre master vers une spécialisation particulière qui vous donnera plus de compétences dans un domaine, mais vous restez psychologue comme tous les autres psychologues. Et même comme m'ont dit et m'ont rappelé des étudiantes de master, un bon psychologue se forme toute sa vie.
Tout à fait. On n'est pas un psychologue aguerri dès lors où on sort du master, on apprend sur le terrain, auprès des patients et avec les expériences. De plus, beaucoup se font des vraies formations très régulièrement parce que les choses changent et évoluent. Donc le master qui était présent et valide il y a 10 ans n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour ça que les anciens psychologues se forment aux nouvelles recherches. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, parce que j'ai pas envie par exemple j'ai pas envie de devenir psychologue. Quels seraient les potentiels débouchés après la fin de ma L3? La L3, ça reste un bac+3. Donc, on a accès à des formations ou des concours suite à ce bac+3. Il y en a qui vont continuer en des concours de conseillers pénitentiaires, de psychomotriciens, d'éducateurs spécialisés, d'assistants social éducatifs, d'aides médico-psychologiques, les AMP. En fait, on a beaucoup d'options de micro-formations suite à un bac+3 qui peuvent nous orienter quand même dans des métiers de l'accompagnement ou pas du tout. On reste à un bac+3, qu'importe si c'est une licence de psychologie ou non, on a accès à d'autres formations qui ne demandent en fait qu'un bac+3 sans spécialisation particulière. Donc en fait, on peut rebondir sur pas mal de choses avec une licence quand même. Mais ça, c'est trop cool, Marie-Méline. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas devenir psy en faisant que 3 licences? Non, la licence ne suffit pas pour avoir le titre protégé de psychologue. Il faut vraiment le master qui vous permet d'accéder à ce titre-là. Et par exemple, moi, j'ai envie de faire criminaux. Qu'est-ce que je peux faire? Pour la criminologie, tout ce que je peux savoir, c'est qu'il faudrait au moins, si vous en avez la possibilité, des options en droit pénal ou en droit globalement, vous donneront toujours un dossier plus chargé pour aller après dans un master de criminologie, malgré qu'il soit assez rare et assez compliqué à avoir. Sachant que je tenais aussi à préciser que, parce que j'ai souvent cette question qui me revient lorsque je parle avec des lycéens, puisque je suis étudiante ambassadrice, et que je peux vous répondre, c'est que malheureusement, la crimino, ça va être un milieu qui est aussi très peu reconnu en France. Ce que vous pouvez faire, c'est de trouver une école, mais à l'étranger. Mais par contre, ça signifiera que vous devrez travailler à l'étranger, parce que malheureusement, ce titre n'est pas réellement reconnu, et il n'y a pas réellement de métier dédié à la crimino, c'est un peu particulier. Cependant, il y a plusieurs alternatives. Dans le plus grand pire des cas, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est peut-être vous orienter vers de la médecine pour devenir médecin légiste, par exemple. Ou encore, ce que j'ai tendance ici à conseiller, c'est vous avez un master dit psychologue pénitentiaire, où du coup, vous travaillez justement dans le milieu carcéral et aussi dans le milieu judiciaire. Quelles seraient, du coup, selon toi, tes matières préférées? Moi, je suis plutôt orientée en neuropsychologie et neurosciences et psychologie cognitive. Donc, c'est plutôt l'aspect scientifique, si on peut dire ça comme ça, que je préfère. J'aime répondre à la question du où se passe le problème dans le cerveau. C'est comprendre quelle zone pose problème et crée donc des symptômes et donc toute la mécanique cérébrale plus physiologique. C'est ça que je vais plutôt chercher. Et pour finir, pourrais-tu nous donner peut-être quelques conseils pour nos futurs lycéens qui seraient peut-être tentés par justement cette licence? Je pense qu'il est bien de s'entraider, c'est-à-dire ne vous mettez pas d'un côté. Beaucoup de facultés, beaucoup de groupes sont créés pour partager les cours, s'entraider. C'est hyper important à la faculté. Vous pouvez compter les uns sur les autres. Certaines facs sont plus difficiles que d'autres. Mais globalement, les gens se soutiennent, et notamment en sciences sociales. Révisez en groupe. Révisez, faites trouvez des moyens de réviser tous ensemble. Créez des QCM, des questionnaires que vous faites passer à vos amis et inversement, ils vous en donnent. Faites des groupes. En fait, on se retrouve à la BU et on fait des mini-CM tous ensemble. On prend chacun une matière, on en fait un CM. On prend la matière qu'on aime le plus, avec laquelle on a le plus de facilité, on aide ceux qui ont le plus de mal. Ça permet d'aider à vulgariser la matière, de revoir nous-mêmes, parce qu'en expliquant à quelqu'un, on a besoin de vulgariser pour qu'il ait bien compris, et nous, ça nous permet aussi de bien apprendre ce qu'on a vu. Ça aide beaucoup, parce que aussi avoir des groupes, ça permet aussi de communiquer ses difficultés, de recevoir de l'aide de gens qui ont moins de difficultés et de se sentir soutenu lorsque on n'est pas tout seul. On n'est souvent pas tout seul à avoir des difficultés, à avoir besoin de temps ou d'aide ou de vulgarisation. On réussit beaucoup plus. Les gens qui sont de leur côté et qui ne communiquent pas beaucoup, souvent ont plus de difficultés ou ne voient les choses que de leur propre angle. Et donc c'est bien de voir comment les gens ont interprété et ont compris le cours d'un autre angle. Et pour ces personnes qui sont justement timides? Je comprends tout à fait. Si vous êtes timide, essayez tout d'abord peut-être d'entrer dans le groupe de la promo tout entière, donc de tous les L1 ou de tous les L2. Dans les groupes de promo, sans même que vous ayez à demander, sera disponible le lien vers
un drive où tout le monde dépose ses cours et c'est très courant que on les dépose, que les gens les demandent sans même que vous ayez à demander. Donc en fait, vous avez peut-être pas besoin de communiquer énormément pour obtenir des cours et de l'aide sans même que vous ayez à parler. Et puis dans le plus grand pire des cas, vous pouvez toujours leur demander. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants aussi dans le groupe Insta qui justement demandent oui, j'ai pas compris cette notion, est-ce que c'est possible de l'expliquer? Dans le pire des cas, si vous avez vraiment du mal avec le contact avec un individu, c'est pas grave, vous pouvez toujours échanger via les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, même pas besoin d'aller voir en vrai, hein. C'est important de bien se concentrer aussi sur les bibliographies. Je suis totalement d'accord avec toi parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à faire mes propres recherches et je pensais pas en fait finalement qu'il fallait faire des recherches. Les profs pourtant ont justement insisté et ils insistent toujours encore qu'il est nécessaire de faire des recherches extérieures parce que les cours ne se résument pas, la psychologie ne se résume pas qu'aux cours. Il faut vraiment creuser davantage si vous souhaitez avoir davantage d'informations. Des ouvrages via Kern ou encore des livres. Ce sont des recherches qui sont hyper bénéfiques et surtout pour par la suite, même après les masters, vous serez obligé de continuer à vous informer sur l'actualité parce que les études changent constamment et la façon aussi de penser change constamment et c'est pour ça que c'est important de pousser davantage ces recherches et malheureusement ce n'est que maintenant que je le fais et c'est pour ça que j'insiste avec vous sur le fait que lisez, renseignez-vous et en plus j'aurai une liste de livres que je pourrais vous proposer et aussi que Marie-Méline justement vous proposera. Vous pourrez la retrouver sur Instagram. Je vous les mettrai en photo dans les annexes. Comme ça, vous pourrez davantage creuser un peu plus avant même de commencer la licence. Voire même sans forcément faire des études de psycho, mais juste par intérêt. Je pense que à la faculté, il est bien de prendre le temps de trouver sa méthode de travail. Chacun a une méthode de travail différente. Il faut parfois du temps et réessayer plein de méthodes différentes avant de pouvoir trouver celle qui nous correspondra pour la licence ou les études supérieures de manière générale. Donc c'est bien de prendre le temps de réfléchir à comment on veut travailler, trouver sa propre discipline, sa propre façon de faire pour que ça se passe sans trop de stress. Enfin, ça diminue le stress de trouver sa méthode de travail, vraiment. Et justement, c'est important d'appuyer sur ce point parce que la méthode de travail, elle sera totalement différente pour chacun et surtout qu'il est important de réviser le plus tôt possible et essayer de voir un peu comment ça pourrait fonctionner pour vous. Tout à fait, et puis c'est pas grave d'essayer une méthode qui ne marche pas tout à fait, c'est comme ça que vous apprenez que ce sera une autre. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, justement c'est comme ça que vous allez le plus arriver à trouver ce qu'il vous faut, quoi. Oui, et surtout, n'hésitez pas à aller voir les professeurs. C'est vraiment grâce aux professeurs, en posant vos questions, que ça vous permettra aussi de mieux comprendre certaines notions. Finalement, vous allez voir des notions que vous pensez qui fonctionnent comme ça, et finalement, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est important de remettre un peu les pendules à l'heure. Tout à fait. Donc moi, je pense que si vous mélangez la communication entre étudiants, trade, la découverte de sa propre méthode de travail, il y a beaucoup de chances que vous y arriviez. Merci pour ta participation. Ce fut un réel plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Et à vous, mes très chers Michel, j'espère que ce podcast vous a permis de mieux comprendre la licence de psychologie. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et si tu as d'autres questions concernant cette formation, tu peux toujours mettre un commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner au compte Instagram podcast.psychodose où tu y retrouveras toutes les actualités et plus encore. Merci d'avoir écouté Psychodose, prends soin de ton esprit et à très bientôt pour ta prochaine dose de psycho.